Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Une vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisque vous voyez mon visage et vous voyez aussi Rémi de Juste Milieu que j'ai invité pour faire une interview aujourd'hui. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vais prendre la question de l'un d'entre vous qui m'a laissé dans les commentaires et c'est Ali qui m'a laissé une question. Alligator me demande ce que je pense du problème de la surpêche. Ali, le problème de la surpêche, c'est un peu comme pour les chauves. Ça manque de raies. Vous-même, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Mais revenons à des choses un peu plus sérieuses et à l'objet de l'interview d'aujourd'hui. Donc, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Rémi de Juste Milieu, que beaucoup d'entre vous connaissent parce que beaucoup des abonnés de ma chaîne sont aussi abonnés à la chaîne Juste Milieu. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vais laisser Rémi se présenter. Donc, bonjour Rémi. Bonjour, enchanté, un immense merci de m'accueillir sur ta chaîne. Merci beaucoup. Eh ben, je t'en prie. Et donc, présente-toi, présente ta chaîne peut-être en 2 minutes. Alors, rapidement, Juste Milieu, une chaîne d'actualité générale. Donc, le but du jeu, comment parler d'actualité en n'oubliant pas de ricaner quand même, de faire quelques petites blagues dessus, d'autant quand les personnages dont on parle dans l'actualité sont beaucoup plus drôles que ce qu'on peut en dire. Et voilà, le but du jeu avec Juste Milieu, donc c'est vraiment de parler d'actualité politique, mais aussi forcément sanitaire en ce moment, aussi un petit peu de l'international, du sport de temps en temps, de l'écologie et de traiter avec ce petit pas de côté, d'aller chercher des sources dans tous les médias classiques, sur les journaux, les chaînes télé, tout ça, de rapprocher ces éléments et de voir ce qui peut en émerger en respectant les convictions et les opinions de chacun, mais qu'on puisse quand même proposer des analyses, un regard un petit peu différent sur tout ça, et puis le tout saupoudré de quelques débats de temps en temps avec des personnalités en tout genre pour avoir là encore d'autres opinions et éclaircir un petit peu l'horizon pour se creuser la caboche. D'accord. Donc, moi, Rémi, en regardant ta chaîne cette semaine, il y a une actualité que tu as faite, une vidéo que tu as faite qui m'a beaucoup intéressé et qui a beaucoup intéressé aussi tes abonnés. C'est l'interview que tu as fait, enfin, pas l'interview, pardon, la vidéo que tu as fait sur McKinsey. Ce que je te propose, c'est qu'on en parle un petit peu sans complètement dévoiler l'interview. Et puis, si les auditeurs sont un peu plus intéressés, ils n'auront qu'à cliquer. Je vais mettre un lien vers la vidéo dans la description de celle-ci. Et comme ça, ils pourront venir voir ta vidéo s'ils ont envie. Mais déjà, McKinsey, dis-nous un peu ce que c'est et de quoi on parle. Alors, McKinsey, il faut aller du côté des États-Unis. Donc là, moi aussi, je vais m'équiper comme toi d'un magnifique chapeau américain. Là, c'est le chapeau de cow-boy. Il faut aller du côté des États-Unis. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des cabinets de conseil en stratégie. Alors, en gros, ce sont des types en costume qui se réunissent pour donner des conseils à des entreprises, que ce soit des conseils pour vendre un produit, des conseils de stratégie à long terme pour piloter une entreprise. Enfin, bref, le type qui a inventé tout ça s'appelle James McKinsey, précisément. Ça ne s'invente pas. Et c'était dans les années 1920, donc ça commence à dater un petit peu. Et ce cabinet a grossi, grossi, grossi. Aujourd'hui, il se fait surnommer la firme. C'est l'un des plus gros cabinets au monde, voire le plus gros. On parle de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2009, donc c'est vraiment colossal, un cabinet présent sur tous les continents. Et ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, ce qui m'intéressait, c'est que depuis le début de la crise et même avant, le nom McKinsey est beaucoup revenu dans la politique française. Sur Juste Milieu, je parle beaucoup de politique française, j'aime bien ça. Et puis, avec la crise sanitaire, ça s'est accéléré. On a entendu de plus en plus parler de McKinsey jusque dans les arcanes du pouvoir, hein, à savoir Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, dont le fils, Victor Fabius, travaille dans l'encadrement France de McKinsey, donc la branche française du cabinet. Et en cherchant, et là encore, comme je disais tout à l'heure, hein, dans les médias traditionnels, il y a eu une enquête en février 2021 menée par M, le magazine du Monde. C'est leur magazine qui sort le samedi, qui permet de mettre plein de pubs de luxe pour gagner un peu de pognon. Puis il y a des articles intéressants de temps en temps. Il y a eu récemment Libération qui a aussi interrogé un sociologue sur cette question-là. Enfin, on en entend de plus en plus parler. Et donc j'ai commencé à mener ma petite enquête. J'ai pris ma pipe en bois, j'ai pris mon imperbège et j'ai mené la petite enquête. Et c'est un sujet qui est vraiment passionnant. J'avais à cœur de le partager avec les spectateurs de Juste Milieu parce que au-delà de la crise sanitaire, donc pour le faire rapidement, hein, résumer un peu l'affaire, en gros, l'Élysée a recours au conseil du cabinet McKinsey et à quelques autres cabinets, mais essentiellement celui-là, ce qui déjà nous permet de comprendre que ces cabinets qui d'abord s'orientaient à un public d'entreprise, aujourd'hui ont l'oreille de gouvernement tout entier, ont l'oreille d'ONG aussi. Donc, ils dispensent des conseils payants à des gouvernements qui, en retour, vont leur donner des informations assez sensibles. Donc, il faut prendre en compte que voilà, on est vraiment là au plus haut de la pyramide du pouvoir.
Et en fait, en regardant un petit peu les antécédents, en me disant, tiens, bon, bah, après tout, pourquoi pas? Mais il faut quand même bosser avec des gens de confiance, parce que là, on parle de la gestion de l'État, de la stratégie de l'État, et en l'occurrence, stratégie sanitaire. Et il apparaît, en fouillant un petit peu, là encore, donc c'était un article du Figaro du 4 février, qui disait qu'il y a quelques mois, McKinsey, aux États-Unis, cette fois, a été condamné à verser 573 millions de dollars dans le cadre de l'immense scandale des antidouleurs, des opioïdes aux États-Unis. Donc, il faut savoir, c'est une vraie crise sanitaire qu'il y avait avant même le Covid-19. Aux États-Unis, les opioïdes, donc des médicaments antidouleurs, sont consommés comme des bons becs. Vous pouvez acheter ça au supermarché. Et on estime que ça a causé la mort d'environ 500 000 Américains. Donc, c'est vraiment un drame sanitaire. Et McKinsey a accepté de payer, voilà, accepté de payer 573 millions de dollars. C'était même pas une condamnation. Ils ont accepté de payer pour couper court aux condamnations et qu'il n'y ait pas de procès derrière. Parce que simplement, ils avaient donné des conseils à des entreprises pharmaceutiques, notamment une qui s'appelle Purdue Pharma. Purdue, enfin, voilà, l'accent américain, c'est pas mon truc, qui fabrique l'Oxycontin, qui est un des plus gros antidouleurs les plus consommés aux États-Unis. Et leur conseil, c'était de dire qu'il fallait préférer les dosages les plus élevés parce que c'était les plus lucratifs. C'était ceux qui ramenaient le plus de pognon. Donc voilà le genre de conseils que ces types-là peuvent distribuer à des entreprises et donc à des États. Et donc, boule de neige, en continuant à mener un peu la petite enquête avec mes petits bras, il apparaît qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire, et notamment dans la gestion qui est faite, dans les conseils qui ont été donnés par McKinsey au gouvernement français, dans le cadre sanitaire, bien évidemment, mais aussi plus largement. Par exemple, ça, c'était récemment, commission d'enquête du Sénat. On apprenait que McKinsey avait signé un contrat de 500 000 euros avec le ministère de l'Éducation pour l'organisation d'un colloque qui n'a jamais eu lieu. Enfin, voilà un peu le genre de manigance. Oui, moi j'en avais parlé avec un de mes amis qui est prof de maths, dont je parle de temps en temps sur la chaîne, Cicéron. Et Cicéron, c'est pas carré, il m'a dit, à l'éducation nationale, on a 1 163 000 profs. Enfin, non, pas que des profs. Il y a 800 000 profs et le reste, c'est de l'administratif. Et c'est vrai que sur 1 163 000, qu'on n'en ait pas trouvé une dizaine pour même une centaine, pour faire une étude sur l'éducation nationale, surtout, je crois que ça a été payé 400 et quelques milliers d'euros, quoi. Donc, c'est quand même une étude qui a coûté super cher. Et qu'on n'ait pas trouvé dans plus d'1 million de salariés une petite équipe capable de mener ce genre d'études, moi, ça me paraît fou. Ça paraît dingue. Après, c'est une logique qui s'entend, hein, pour finir rapidement là-dessus. Il y a beaucoup en fait, de gens qui ont fait la navette, des gens qui bossaient chez McKinsey, qui très vite se sont retrouvés dans l'entourage d'Emmanuel Macron au moment de la campagne de 2017, puis ensuite, qui ont eu des postes de pouvoir dans des commissions à la con, des postes, en tout cas, ils étaient dans le pouvoir, mais sur des postes complètement, quasiment factices. Et puis, dans l'autre sens, il y a des gens qui étaient dans le gouvernement, qui sont allés chez McKinsey. Il y a des navettes comme ça. Donc, il y a une logique finalement de réseau. Tout comme, je vois, si j'ai un bon ami qui est boulanger, un jour j'y vais, je lui achète 10 baguettes, il va me dire, allez, la 10e, elle est pour moi. À notre échelle, ça pose pas de problème. Mais à cette échelle-là, on parle de contrats effectivement très importants, on parle de postes avec des gros salaires. Donc, voilà. Oui, tout à fait. Surtout qu'ils avaient aussi. Moi, ce qui m'a beaucoup gêné avec McKinsey, c'est qu'on voit que d'un côté, il conseille l'État sur comment utiliser finalement les produits des laboratoires pharmaceutiques, et d'un autre côté, il conseille les laboratoires pharmaceutiques sur comment vendre leurs produits aux États. Donc on est un peu sur quelque chose de particulier, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est très très particulier. Et ce que j'ai appris aussi dans la vidéo que tu as faite, moi, c'était les liens avec Fabius, donc le fils Fabius qui est un des directeurs de McKinsey. Alors là, ce que j'ai appris dans ta vidéo, c'est qu'il n'est pas directement chargé des produits pharmaceutiques chez McKinsey. Donc c'est non. Non. Effectivement. Alors là, pour le coup, j'ai regardé l'organigramme McKinsey. J'ai pas non plus fouillé, j'ai pas des taupes chez McKinsey ou autre, mais d'après l'organigramme McKinsey, il est plus sur la partie marketing, produits alimentaires, tout ça. Donc, il ne serait pas trop dans le sanitaire. Il reste dans l'entreprise quand même, dans le cabinet quand même. Oui, mais c'est vrai que c'est curieux que le fils ait un poste de direction dans le cabinet et que le père, lui, soit là pour... donc Fabius, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le président du Conseil constitutionnel. Et donc, c'est lui qui avalise après les lois que veut faire passer le gouvernement. Donc,
c'est quand même très, très particulier dans cette période, quoi. C'est vraiment des choses étranges. Et Absolument. ce qui m'avait aussi surpris, moi, c'était le fait qu'on n'arrive pas à savoir, en fait, combien l'État paye à McKinsey, ni d'un côté ni de l'autre, puisque bah, je vais te laisser l'expliquer peut-être. Oui, bah, avec plaisir. C'est effectivement un des sujets aussi qui est intéressant, et on en reparlera peut-être parce que ça fait écho avec cette affaire des textos de Ursula von der Leyen. C'est qu'il y a une absence totale de transparence dans cette crise à l'échelle politique. Et là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que d'un côté, on a le gouvernement, donc à travers un système administratif un petit peu complexe. Donc, c'est que, pour le raconter rapidement, quand Emmanuel Macron arrive au pouvoir, il crée la DITP, donc Direction interministérielle de je ne sais plus précisément ce que veut dire ce raccourci-là, mais l'idée, en fait, est de créer un guichet unique pour tous les ministères, où quand les ministères veulent faire des appels d'offres, notamment pour de la prestation de conseil, ils passent par ce guichet unique, les appels d'offres sont groupés, ce qui permettrait d'avoir des tarifs auprès des cabinets de conseil et tout ça. Sauf que y a un arrêté qui dit que ce guichet, donc cette DITP, n'a pas l'obligation de rendre public le découpage des appels d'offres. C'est-à-dire qu'on peut avoir, je sais pas, le ministère de la Santé qui demande une étude sur la politique vaccinale, disons. Et puis, on a le ministère de l'Industrie qui va se grouper dans la demande en disant, ben, nous, on veut un appel d'offres pour savoir quel est le fabricant de vaccins le plus intéressant financièrement. Enfin, bon, bref, on va faire un gros appel d'offres et le découpage de tout ça ne sera pas rendu public. Donc, on est dans l'impossibilité de savoir quel cabinet a touché combien d'euros pour quelle mission. Et on a ça donc du côté du gouvernement, hein, on parle quand même du gouvernement. Hein. Et de l'autre côté, on a McKinsey dans sa branche française, McKinsey France, dont les locaux sont avenue de Champs-Élysées, enfin là on est pas mal, qui ne dépose pas ses comptes. Tout bêtement, en France, malheureusement, c'est possible. Je crois qu'il faut s'acquitter d'une certaine amende qui est proportionnelle, il me semble. Hein. Mais ils ne déposent pas leurs comptes. Donc on n'a aucune foutue idée des échanges d'argent qui existent entre les deux entités, ce qui est quand même assez regrettable, quoi, dans Ah, une logique étatique, quoi. ouais, non, mais c'est super regrettable. Et puis surtout, ça laisse planer un doute parce que du coup, parce qu'à nous écouter comme ça, on pourrait dire qu'on est complotiste, mais absolument pas. Enfin, moi, c'est pas du tout mon état d'esprit. Mais forcément, il y a un doute qui se crée parce que on n'arrive pas à savoir combien ils sont payés. On voit qu'ils travaillent pour les labos et pour l'État. Et puis, on voit qu'il y a des liens entre McKinsey et Emmanuel Macron parce qu'ils se sont rencontrés il y a déjà un grand nombre d'années à la commission Attali, donc c'est sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Donc voilà, c'est flou, c'est très flou. Et forcément, après, bah, toutes les théories deviennent possibles parce qu'on a du mal à, Bah, on a du mal à voir la vérité, quoi. je suis même pas sûr qu'on puisse parler de théorie, parce que, et pour compléter un petit peu la démarche de juste milieu, à la fois je réponds aussi à ta question. Ce qui est extrêmement rassurant, c'est que nous avons encore en France, en Occident et dans le monde, hein, nous avons encore des médias qui font leur travail. Le problème, c'est que bah, c'est normal, les gens n'ont pas forcément le temps. Quand tu tapes une journée de travail, tu n'as pas forcément envie de te farcir tous les journaux et tout ça. Sauf que ces informations-là, on les invente pas tous les deux, on les sort pas de notre cerveau. Tout ça, c'est sourcé. Tout ce dont on parle, on a pu le lire dans Marianne, dans Le Monde, dans Le Figaro, dans Libération. On a le livre des deux journalistes du Monde, Davé et L'Homme, Le Traître et le Néant, qui ont mené une grande enquête sur Emmanuel Macron et qui racontent par le menu toutes les relations entre Emmanuel Macron et le cabinet de conseil McKinsey. On parle de deux journalistes du Monde, si vous voulez. Moi, je veux bien qu'on me mette en doute, et volontiers. Là, on parle de gens extrêmement sérieux, acceptés par le système, disons. Donc, il n'est même pas question de complotisme. Il est juste question de regarder ce que font nos médias, de l'écouter, de l'analyser. Et quand on le met à côté, on se dit, mais il y a quelque chose qui cloche. Donc, d'une part, on a effectivement, et c'est ce que j'essaie d'inciter à faire pour les spectateurs de Juste Milieu, c'est de dire, mais ces informations-là, je suis ravi que les gens m'écoutent et viennent voir mes vidéos, mais ces informations-là, vous les avez dans les médias. Allez-y, faites l'effort de lire les journaux et vous allez voir qu'on peut apprendre des choses tout à fait scandalisantes, qui sont vraiment scandaleuses, pardon, tout à fait scandaleuses. Oui. Donc, on a ça d'un côté, et de l'autre côté, on a l'argument de complotisme. Dès que quelqu'un arrive avec des informations un petit peu sourcées, on l'a vu d'ailleurs avec la crise sanitaire, ça a pris une ampleur ridicule. C'est que quand vous émettiez ne serait-ce qu'un doute en disant, mais c'est quand même bizarre, Ursula von der Leyen, les SMS et tout ça. Ah non, non, mais attention, c'est du complotisme.
Oui, mais j'ai lu ça dans Marianne. C'est en kiosque, Marianne. Oui, mais attention quand même. Donc, on a bien vu que cet argument de complotisme était de la rhétorique de bazar et que ça ne servait juste qu'à discréditer un émetteur, là où on a des messages qui sont tout à fait convenus et qu'on peut lire dans les kiosques ou à la téloche. Oui, tout à fait. Et puis, et puis surtout la théorie du complotisme, on voit qu'il y a beaucoup de théories complotistes qui finalement, au bout de 6-8 mois, sont devenues des choses réelles sur ce Covid. Donc, il ne faut pas tout acheter et être d'accord sur absolument tout ce qui se dit, parce qu'il y a beaucoup de choses fantaisistes, mais on ne peut pas non plus rejeter comme ça le bébé avec l'eau du bain, et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui finalement se révéleraient au fur et à mesure des mois. Donc c'est intéressant à voir. Mais donc, pour cette partie-là et pour cette interview de McKinsey, pour ceux que ça intéresse, je mets un lien dans la description pour qu'ils puissent aller voir ta vidéo et en savoir un petit peu plus sur le scandale McKinsey. Moi, la chose qui m'a beaucoup marqué cette semaine, c'est le convoi de la liberté. Le convoi de la liberté qui a commencé au Canada. Donc, j'en ai pas mal parlé sur ma chaîne, mais pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a donc le gouvernement canadien a décidé d'obliger les chauffeurs routiers qui traversaient la frontière avec les USA à se vacciner pour pouvoir revenir au Canada. Et s'ils ne se vaccinaient pas, ils devaient prendre 2 semaines d'arrêt de travail. 2 semaines chez eux, en fait, en confinement. Le problème, c'est que comme tous ces routiers, ou la très grande majorité de ces routiers, sont en fait des indépendants, bah, eux, c'était 2 semaines où ils ne gagnaient pas d'argent, quoi. Donc, ils faisaient faillite. Donc, du coup, ils se sont un peu rebellés. Et ils ont dit qu'ils allaient marcher sur Ottawa. Donc, au début, Justin Trudeau a un peu rigolé. Donc, c'était une poignée de gars parce que 90% des routiers sont vaccinés, en tout cas d'après les chiffres officiels. Donc, c'était une poignée de gars, pas très sérieux, etc. Bon, il s'est vraiment foutu d'eux. Et les gars ont commencé à partir sur les routes, à avancer vers Ottawa. Et sentant peut-être un peu la difficulté, le gouvernement est allé voir à ce moment-là le syndicat des routiers, l'ACC. Les syndicats, là-bas, c'est quelque chose d'assez puissant et vraiment, ça tient toute une profession. Et je ne sais pas pourquoi, l'ACC a dit non, mais nous, on ne soutient pas ces routiers-là, on soutient le gouvernement et il faut se faire vacciner, il faut respecter les gestes barrières, etc. Donc, un discours très convenu du syndicat. Et puis, les routiers sont arrivés à Ottawa. Et là, ça a été des milliers de routiers. Ça n'a pas du tout été un petit groupe d'illuminés. Ça a vraiment été des milliers de routiers. Et des milliers aussi de manifestants qui sont venus. Tel point que ça a complètement bloqué Ottawa. Et à ce moment-là, Justin Trudeau a commencé à avoir peur. Et il s'est fait... il a disparu, en fait. Il a disparu, c'est-à-dire que la police l'a emmené, l'a caché quelque part à Ottawa, on ne sait pas trop où. Pour vraiment qu'il ne lui arrive pas malheur. Ça fait penser un peu aux Gilets jaunes avec Emmanuel Macron à une certaine époque. Ou même chose, il se moquait d'eux, et puis quand ils sont arrivés, il s'est dit, mince, ils ont l'air plus nombreux et plus énervés que prévu. Et donc là, ça a vraiment été le cas. Et ce qui m'a plu, moi, c'est qu'en fait, ils ont tout de suite gagné en fait une bataille. C'est qu'au Québec, on avait prévu de faire une taxe pour les non-vaccinés. Donc, tous les non-vaccinés allaient devoir payer une taxe pour compenser des frais médicaux ou je ne sais quoi. Et en fait, le Québec a laissé tomber sa taxe parce que quand il a vu ce qui se passait à Ottawa et qu'en plus, les routiers menaçaient après d'aller à Québec, le gouvernement du Québec a dit, bon, bah non, finalement, la taxe, on l'oublie, ça fait des problèmes sociaux. Donc, il y a déjà eu cette victoire de leur part. Et pour finir cette intro un peu longue, j'ai vu qu'en fait, ça allait se produire en France et en Europe de manière plus générale, puisqu'il est censé y avoir des rassemblements à Paris, je crois que c'est le 11 février, 11 ou 12 février. Et ensuite, les convois devront partir de Paris vers Bruxelles, et il y a plusieurs convois qui partent d'un peu partout en Europe et qui se dirigent aussi vers Bruxelles pour manifester auprès de la Commission le fait qu'on n'est pas content. Et donc, je voulais savoir si toi, tu avais suivi ça et les réactions que tu avais vis-à-vis de ça. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire déjà sur la forme avant d'aller sur le fond et tenter quelques interprétations de tout ça.
Sur la forme, effectivement, tu l'as résumé de main de maître, magnifique résumé. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y a ce mouvement qui naît, qui ressemble beaucoup aux Gilets jaunes, bien sûr. Et puis on a aussi, c'est de l'ordre de l'anecdotique, mais pas tant que ça. On a Justin Trudeau, effectivement, qui se fait exfiltrer. D'ailleurs, tu disais qu'il était à Ottawa, mais apparemment, c'est même pas sûr. Il y a eu une rumeur comme quoi il était aux États-Unis. Ouais. En vérité, on ne sait même pas finalement où il est actuellement. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que quelques jours après l'annonce de son exfiltration, on nous a dit qu'il était positif au Covid-19. Donc il faut considérer qu'on a en présence un Premier ministre canadien qui dit aux chauffeurs routiers faites-vous vacciner pour ne pas tomber malade comme moi je l'ai été en tant que vacciné. Enfin, voilà ce qui résume un petit peu Ouais. les derniers mois de la crise. Après, voilà, ça c'est pour l'anecdotique. Est-ce que ça va continuer à prendre de l'ampleur à travers le monde? Pourquoi pas? On peut l'appeler de nos voeux. Après, ça dépend les opinions, les avis de chacun. Maintenant, pour commencer à aller sur le fond, et cet argument, il n'est pas de moi, je divulgage, justement, comme on est chez nos amis québécois, je divulgage un argument de Fabrice Divisio, que j'ai eu de la chance de recevoir en format débat. Et effectivement, l'argument est intéressant, parce que je lui posais un peu une question similaire, de lui dire, est-ce que l'espoir est de retour? Ça y est, on voit l'Espagne qui a parlé de maladies endémiques, on voit la Grande-Bretagne qui a levé toutes les mesures, on voit la Suisse, pas plus tard qu'hier, donc le 2 février, au moment où on enregistre, qui a dit qu'il considérait que ça c'était peut-être bientôt la fin du pass vaccinal autour du 16-17 février. Donc, on a l'impression que le vent tourne. Et Maître Divisio m'a tout de suite calmé immédiatement. Il m'a dit, alors oui, c'est bien. Là, tout de suite, on a envie de reprendre espoir. Sauf que le véritable problème n'est pas dans la levée des mesures ou le moment de la levée des mesures, il est dans la condition d'existence de ces mesures. C'est-à-dire que dans la mesure où, enfin, actuellement, il faut considérer que tout ça a été mis en place. Donc, en un claquement de doigts, ça peut revenir. Pour le Covid-19, pour une autre maladie, pour un pass écologique, pour n'importe quoi. Les rouages sont en place. Les gouvernements ont montré, quasiment à tous les gouvernements à travers le monde, à quand même quelques exceptions près, heureusement, les gouvernements ont montré qu'ils étaient capables de faire ça, qu'ils étaient en mesure, en moins d'un an, quasiment, les premiers passes Israël, c'était ça faisait environ un an, en moins d'un an, ils étaient capables d'encadrer la population avec des outils numériques et ça se faisait très bien et les gens s'y pliaient. Donc, il a cassé l'ambiance, mais il faut quand même entendre cet argument. Effectivement, ce convoi de la liberté, c'est très intéressant, mais les pièces sont là. Et pour finir sur entre l'analyse de fond, plus ou moins, euh, ça redonne quand même de l'espoir, même si la situation est quand même assez négative, parce il faut dépasser le cadre de la démocratie. Normalement, la démocratie, on est sur une sorte d'entente entre le pouvoir et le peuple, où à un moment donné, on se réunit, on prend une grosse boîte, chacun met une enveloppe dedans, et puis on change le pouvoir. On avait trouvé à peu près cet équilibre pour que les gens ne sortent pas avec des pics et mettent la tête des puissants au bout des pics. Sauf que là, on est en train de voir qu'on est en train de glisser dans une démocratie où avec quelques exemples, aujourd'hui le Canada, mais c'était aussi la France, on a vu aussi les Pays-Bas récemment, il y a eu des manifestations violentes, où on est en train de voir que le peuple, pour se faire entendre, ne peut plus compter sur les moyens démocratiques en place, parce que ces moyens-là ne changent rien. On voit des gouvernements qui changent à travers des gouverneurs des gouvernants qui ne sont pas les mêmes, Trudeau au Canada, Macron, Draghi, ce ne sont pas les mêmes pays, ce ne sont pas les mêmes gens, pourtant les mesures politiques sont les mêmes, les gens ont voté de la même manière, mais on applique la même loi de partout. Et donc, on est en train d'assister à un glissement sur une démocratie qui nécessite désormais d'outrepasser ce que Max Weber appelait la violence légitime de l'État, en fait, que l'État a le monopole de la violence légitime. On est en train de voir que le peuple, pour se faire entendre, doit revenir à un fondement un petit peu martial de la démocratie, de dire nous sommes plus nombreux. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez mettre des QR codes, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais le jour où on se mobilise, on sera toujours plus nombreux que l'armée, les gouvernants et les forces de l'ordre réunis. Et donc, est-ce que c'est positif ou pas? Je pense qu'il faut au moins se poser ces questions-là. Oui, mais avec deux limites. C'est que moi, ce qui m'a impressionné et ce qui m'impressionne toujours, là, c'est que les gens demandent les mesures que prend Emmanuel Macron. C'est que majoritairement, les gens étaient pour une troisième dose de vaccin, majoritairement, mais même très majoritairement, hein, pour le port du masque. Donc les gens, il y a vraiment une servitude volontaire. Les gens ont envie de ça. Moi, ça m'épate, mais c'est comme ça. Et l'autre, à moins que les sondages soient truqués, ce qui est toujours possible, mais bon,
on est obligé quand même de faire confiance à quelque chose, sinon on s'en sort plus. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, là je suis d'accord avec toi, on voit que tous les contre-pouvoirs qui existent, qui sont censés exister, comme le Conseil constitutionnel, comme le pouvoir des assemblées, notamment de l'Assemblée nationale, etc., en fait, ne fonctionnent pas du tout. Ils appartiennent totalement, enfin, tout est entièrement entre les mains du président, qui peut totalement décider de tout pendant 5 ans et qui n'a pas vraiment de contre-pouvoir. Parce que finalement, on a vu que soit. Bon, l'Assemblée nationale, on le savait déjà depuis assez longtemps. Mais le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, jusqu'à avant Emmanuel Macron, ils prenaient des vraies décisions et ils étaient capables de casser des lois, etc. Donc ils avaient un vrai rôle. Là, maintenant, ils n'ont même plus ce rôle-là, puisqu'on voit qu'ils se déjugent, c'est-à-dire qu'en juillet, je crois, c'est le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État qui disait OK pour le pass sanitaire, mais ça ne doit pas être pour pousser les gens à se vacciner. Et puis 4 mois après, on nous dit, bah si, en fait, ça ne sert qu'à ça. Enfin, pas qu'à ça, mais principalement à ça. Et c'est le ministre de la Santé qui le dit, donc on pourrait dire à ce moment-là que le Conseil d'État sursaute et prend des... Pas du tout, il fait semblant de ne pas avoir entendu. Et le Conseil constitutionnel avait dit d'accord pour un pass sanitaire, mais pas de pass vaccinal. Et puis le pass vaccinal passe, ils disent ouais, bon, allons-y. Et alors ce qui est merveilleux, c'est que j'ai vu un tweet de Laurent Fabius quelques jours après, 4 ou 5 jours après, dire que le pass vaccinal allait à l'encontre des libertés. Alors, je ne sais pas si c'est un fake ce tweet, mais bon, je l'ai vu. Maintenant, tout le monde peut dire s'appeler Laurent Fabius sur Twitter, mais je l'ai vu et on se dit, mais le samedi, il valide le pass vaccinal et 4 jours après, il nous dit que ça va contre les libertés. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, ça devient franchement n'importe quoi. Dans la compétition, Valérie Pécresse, ça fait quelque chose de balèze aussi. C'est qu'elle a incité les Républicains à voter pour dire quelques jours plus tard sur Europe 1 que de toute façon, ça allait être mis en place, mais ça servait à rien. C'est quand même c'est un coup de génie. Oui, non, mais de toute façon, on a peu d'hommes politiques qui sont vraiment ou qui osent être contre le pass parce que la moitié de leur électorat au moins est pour. Donc ils sont coincés. Alors, oui et non. Oui et non, parce que oui, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a un argument électoral. En même temps, c'est Aldous Huxley, le meilleur des mondes, répéter 15 000 fois une chose et ça deviendra la vérité. Ouais. Donc on a dit aux gens, ça fait 2 ans qu'on dit aux gens, si vous ne confinez pas, si vous ne mettez pas le masque, si vous ne faites pas le couvre-feu, si vous n'avez pas les gestes barrières et ou si vous n'êtes pas vacciné, vous allez mourir. Donc on a tous peur de la mort. Donc je pense que c'est là où il faut essayer de trouver un équilibre. Chacun a ses convictions, mais de ne pas se juger chacun en tant que citoyen, parce qu'on est entré dans une société complètement explosive, où on a envie de tous se mettre sur la gueule parce qu'on est vacciné 1 dose, 3 doses, on est pro-pass, on n'est pas anti-pass. C'est complètement explosif. Enfin, en tout cas, de manière générale. Et je pense que politiquement, c'est un petit peu pareil. Ils y voient un intérêt électoral. Après, allez, je vais lâcher une bombe. Presque, je comprends la lâcheté politique. Parce qu'il faut avoir un courage inouï pour s'engager comme rare, comme ceux qui l'ont fait et ceux qui sont très rares ont pu le faire politiquement, à s'opposer depuis le début. Je pense à Florent Philippot, je pense à Martine Vonner, je pense à, pardonnez-moi l'expression, mais ils ont pris des seaux de merde sur le visage, mais vraiment, et je pèse mes mots. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la violence, en fait, du déchaînement de cette machinerie médiatique. Dans un contexte aussi explosif, les gens qui ont seulement osé douter ou dire, bah, peut-être qu'on peut réfléchir. Je pense aussi à un Laurent Mukieli, par exemple. Et le symbole de tout ça, c'est le professeur Raoult. On ne va pas refaire toutes les polémiques ici. Tout est discutable, bien évidemment, mais on nous a quand même expliqué en l'espace de 6 mois qu'un type qui était l'une des références dans sa spécialité depuis des dizaines d'années, en 6 mois, on nous a fait croire que c'était une banane flambée et qu'il avait eu ses diplômes dans un Kinder Surprise. C'est pas sérieux. Après, on peut discuter des propos, bien évidemment. Je ne dis pas que c'est la parole d'évangile. Je dis juste qu'on est dans une époque qui est d'une violence extrême. Et les politiciens, à mon avis, protègent aussi leur précaré de cette manière-là. Oui, non, c'est très possible. Mais finalement, moi, comme dans les candidats à la présidence, alors de ce que j'ai vu, parce que je suis peut-être moins la politique d'aussi près que toi, mais ce que j'ai vu, c'est qu'on a Emmanuel Macron, Valérie Pécresse qui sont quasiment sur la même ligne.
je parle du vaccin, hein, je ne parle pas du reste, je parle que du vaccin. Donc même, sur le reste, même sur le reste, Macron, Pécresse, t'inquiète pas. Donc, ils sont quasiment sur la même ligne. On a, le PS doit être à peu près sur la même ligne, mais de toute manière, elle n'est pas très audible en ce moment, on ne sait pas trop ce qu'elle veut. Le Parti communiste, je ne l'ai pas entendu s'exprimer. On a les Insoumis qui sont contre, qui veulent arrêter le pass vaccinal. De l'autre côté, on a Éric Zemmour qui a une position un peu plus timide, mais qui est, si j'ai bien compris, contre le pass vaccinal et contre l'obligation vaccinale, et qui est pour le conseiller fortement aux personnes fragiles qui prennent des risques avec le Covid-19. Bon. Et puis, par contre, je ne sais pas exactement ce que dit Marine Le Pen. Je n'ai pas réussi à bien comprendre, mais je n'ai pas suivi de très très près. Je dirais un peu comme Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, c'est-à-dire qu'elle est aujourd'hui contre, mais ça a mis du temps à venir. Il n'y a pas une opposition frontale et franche comme on peut avoir chez Florent Philippot ou François Asselineau depuis le début. Je pense qu'il y a un petit peu de souci électoral qui est passé par là en se disant que ça pouvait être bénéfique, même s'il y a de la conviction quand même derrière, il ne faut pas déconner, pour les deux. Hein. D'accord. Et puis, je crois qu'on a passé en revue tous ceux qui se présentent à l'élection présidentielle pour pas froisser les susceptibilités. Je crois qu'on a cité tout le monde. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a, enfin, et pour revenir un peu sur McKinsey, moi c'est la deuxième chose que j'avais beaucoup noté cette semaine et qui avait vraiment fait beaucoup réagir sur ma chaîne, c'est les textos entre la présidente de l'UE et le président de Pfizer. Et ça montre vraiment qu'il y a une endogamie qui est pas très saine, je trouve, entre la politique, les politiciens qui n'ont pas une position claire, ou du moins qui veulent cacher des choses. Et autant pour la construction d'un porte-avions, je comprends qu'on cache des choses au public, autant pour acheter des doses de vaccins, je comprends moins. Je trouve ça plus embêtant. Surtout une fois que ça se sait, mais bon. Et donc, pour expliquer complètement ce qui s'est passé, la présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, en avril 2021, était poursuivie par tout le monde parce que la vaccination avait commencé en Angleterre, elle avait commencé en Israël, et il n'y avait toujours pas de vaccin en Europe. Donc, tout le monde disait, mais qu'est-ce que c'est que cette Europe qui est censée commander des vaccins, qui est censée faire vite, et puis on voit que l'Angleterre qui a quitté l'Europe, elle a ses vaccins avant nous. Comment ça se fait? Et Ursula avait été interviewée par le New York Times, et dans le New York Times, comme elle était un peu remontée, je pense, pour se défendre, elle a dit, mais j'échange des SMS très régulièrement depuis 2 mois avec le président de Pfizer. Bon, donc à ce moment-là, il ne s'était rien passé. Et puis, il y a un journal allemand, dont je ne me rappelle plus le nom, où on s'est quand même posé la question de ce que c'était ces SMS. Et du coup, on a demandé à la Commission européenne de produire les SMS, parce que théoriquement, le public a accès à tous les mails, à tous les SMS, etc., qui concernent ce genre d'affaires. Et on a renvoyé au journal un email, juste un, et un communiqué de presse. Rien d'autre. Bon, le journaliste, il est allemand, il n'est pas français, donc il a fait une enquête. Et il a été surpris, quoi, qu'on n'y envoie que ça. Il a commencé à râler. Et ça n'a rien changé, sauf que lui est allé voir la personne, son nom m'échappe, O'Reilly, qui est médiatrice à la Commission européenne. Et O'Reilly, c'est une ancienne journaliste qui a beaucoup travaillé avec les politiques et qui a gagné pas mal de prix en tant que journaliste en Irlande. Donc, c'est quelqu'un qui, a priori, est calibré et qui est allé contre l'avis de la Commission européenne en disant « bah non, vous devez fournir les SMS ». Et donc maintenant, ce que dit la Commission européenne, c'est on ne sait pas où ils sont, on les a peut-être perdus, on ne les a pas sauvegardés parce qu'on ne savait pas qu'il fallait. Donc, mais sans le dire complètement, donc c'est pas clair. Et c'est là que je trouve qu'ils font une erreur énorme, parce que qu'il y ait des secrets avant, encore une fois, pour un vaccin, je ne vois pas l'intérêt, mais bon, quelqu'un peut en voir peut-être. Mais après, une fois qu'on vous dit les SMS, où est-ce qu'ils sont,
il faut être hyper transparent et les montrer à tout le monde, parce que là, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont pu échanger entre le président de Pfizer et la présidente de l'Europe? Ils ont parlé de quoi? Ils ont parlé d'effets secondaires, ils ont parlé de prix, c'était pas des sextos, donc il y a bien quelque chose là-dedans. Et c'est un peu surprenant. Et puis, j'aimerais pour la cerise sur le gâteau. Alors, il y a une cerise avant le gâteau, il y a une cerise après le gâteau. Il y a même 2 cerises avant le gâteau chronologiquement. Je me suis lancé dans une métaphore qui est un peu nulle, mais c'est pas grave. Faut rappeler 2 choses. Alors, chronologiquement, déjà, au moment où les contrats ont été signés entre la Commission européenne et Moderna et Pfizer-BioNTech, les députés européens eux-mêmes avaient accès au contrat dans des conditions spécifiques. Ils pouvaient les consulter sans téléphone, sans moyen de prise de notes. Et les versions qui étaient consultées étaient des versions caviardées, c'est-à-dire qu'il y a des mentions qui étaient cachées qu'on ne pouvait pas lire. Les députés européens, c'est-à-dire pas n'importe quel kidam qui se promenait par là. Donc, c'est quand même curieux. Et puis, alors, pareil, en remontant un petit peu cette histoire, j'en parlais sur Twitch il n'y a pas longtemps. Il faut aussi se rappeler aussi en 2019, quand Ursula von der Leyen quitte le ministère allemand de la Défense, parce qu'elle était à ce poste-là avant de devenir présidente de la Commission européenne, il s'est passé exactement la même chose. Il y a le Bundestag, donc le Parlement allemand, avait enquêté sur une affaire, un contrat d'armement qui avait été passé pour environ 200 millions d'euros. Donc là, tu peux quasiment t'acheter Mbappé avec ça, donc c'est pas rien. Et il s'était passé la même chose. Le Bundestag avait dit, apparemment, vous avez négocié par SMS, c'était quelque chose qui était sourcé, et le téléphone avait été nettoyé. Ah non, il n'y a plus de SMS finalement. Il s'était passé la même chose. Donc, ça commence à faire bizarre quand même. Je veux bien effectivement pas être dans la suspicion permanente et pas échafauder des scénarios pas possibles, mais au bout d'un moment, ça fait beaucoup quand même. Oui. Non, mais de toute manière, s'ils veulent qu'on arrête d'être dans la suspicion, il faut aussi qu'ils fassent les choses clairement, quoi. C'est comme c'est comme Fabius avec McKinsey. Les relations entre les labos et le pouvoir sont quand même troubles. Et dans une période où il y a les théories les plus folles qui sortent, il ne faut pas être dans le trouble, quoi. Il faut être très très clair. Et c'est vrai que moi, à minima, parce que je vois vraiment pas ce qui peut être secret sur des vaccins, mais imaginons qu'il doit y avoir des trucs secrets, que les prix, il faut surtout pas les connaître, etc. Bon. Mais dans ce cas, il devrait y avoir au moins un groupe de parlementaires, des députés, on en choisit 10, 15, 20, qui sont tenus au secret, donc des gars qui prêtent serment en disant qu'ils resteront secrets, sauf s'il y a des choses illégales, et qui ont total accès à tout, pour pouvoir contrôler au moins ce que fait la Commission européenne. Et ça devrait être la même chose en France, c'est-à-dire qu'on devrait avoir aussi un groupe parlementaire qui contrôle ce que fait le président, parce que, on ne peut pas être dans l'opaque comme ça, quoi. Absolument. Dans un autre ordre d'idées, c'est là où cette crise elle est quand même particulière, parce qu'elle rassemble beaucoup de situations comme celle que tu évoques là, où effectivement il y a des inquiétudes qui naissent liées au hasard. Si tout est construit de hasard, il y a du complot. Si on veut lutter contre le complotisme, il ne faut pas qu'il y ait de hasard, il faut qu'il y ait des faits. On dit ça s'est passé comme ci, comme ça, comme ça. Si vous imaginez autre chose, là c'est du complotisme. Maintenant, quand on laisse les gens dans le flou, comme tu disais, effectivement, il faut qu'on se raccroche à quelque chose. L'homme a horreur du vide, donc voilà. Mais en France, dans un registre un peu différent, on a la même chose. Le Conseil de défense sanitaire n'a pas de compte rendu de toutes les discussions, de toutes leurs réunions. Il n'y a aucun compte rendu. Pourtant, dans le milieu administratif français, on aime bien faire des papiers, faire des choses comme ça. Depuis le début, il n'y a aucun compte rendu. C'est pourtant une obligation dans la majorité des instances administratives et gouvernementales françaises. Conseil de défense sanitaire, on ne sait pas. Autant ils ont joué aux cartes, on n'en sait rien. Alors voilà, je dis ça, c'est une bêtise absolue. Là, on pourrait dire que je suis complotiste, parce que j'imagine. Mais en même temps, c'est une obligation qui n'a pas été respectée. Donc, Non, mais c'est ça. Et surtout quand tu vois que même des instances comme la Fed, il contrôle l'ensemble de l'argent aux États-Unis, donc, ou même la BCE en Europe, qui contrôle l'euro. Eux, il y a les minutes de la Fed, il y a les minutes de la BCE, tu sais ce qu'a dit tel gouverneur, comment ça s'est passé. C'est très détaillé, quoi. Donc, même ces gens-là qui ont des pouvoirs absolument gigantesques, puisque ça touche notre porte-monnaie, il y a des choses extrêmement détaillées
et ça te pose de problème à personne, quoi. Alors savoir que des conseils de défense sanitaire ou Ursula von der Leyen avec son portable peuvent faire n'importe quoi, j'allais dire suspect, mais j'aime pas le mot, mais c'est surprenant, et surtout après ça prête le flanc à toutes les théories, quoi, parce que Forcément. ça peut pas être autrement, quoi. Ça peut pas être autrement. Et quand en plus tu as après des journalistes comme la directrice de la rédaction de BFM qui avoue elle-même qu'elle a demandé à ses équipes de ne pas faire trop d'enquêtes et qu'il fallait répéter la parole du pouvoir pour que surtout pas semer le trouble dans l'esprit des gens. Je dis, attendez, si on n'a pas l'Assemblée nationale, on n'a pas le Conseil constitutionnel, si même les journalistes, leur but c'est de surtout pas semer le trouble dans l'esprit des gens en les informant, il va plus rester que les youtubeurs, quoi. C'est pas possible. Oui, mais c'est terrible de dire ça. C'est terrible. Hein. Ouais, Effectivement, ouais. on en rigole, mais la déclaration, elle est lourde de sens. Hein. Elle est Ah, très, mais très lourde. Et non, d'ailleurs, elle fait écho à ce qui avait été dit par le journal danois en janvier dernier, qui avait fait un mea culpa, qui avait publié une tribune. La rédaction a publié une oui. tribune, c'est le 7 janvier, quelque chose comme ça, où ils avaient dit qu'ils s'excusaient parce qu'ils avaient été, je cite, alors je ne parle pas danois, hein, j'ai lu une traduction, comme hypnotisés par la parole gouvernementale. Ouais. C'est très très lourd de sens, très très lourd de sens. Tous ces gens-là, là je caricature, je mets tout le monde dans le même sac et ce serait une bêtise de ma part, mais beaucoup de journalistes qui venaient à la télévision dramatiser, expliquer aux gens ce qu'il fallait faire, qui répétaient ça comme une parole religieuse, c'est très lourd ce qui se passe, d'autant qu'ils n'ont pas été tout blancs non plus. On se rappelle de l'affaire des dîners clandestins lors du premier confinement, où on avait cette enquête sur 2-3 semaines du Canard enchaîné qui avait montré que des journalistes de BFM TV, dont certains qui passaient à l'antenne pour dire le soir même peut-être qu'il fallait surtout pas aller au resto, qu'on allait tuer des gens, eux étaient chopés dans des restos clandestins, jusqu'à Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFM TV. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, bah, ceci dit, on a aussi vu des premiers ministres, des présidents de la République faire les fêtes, faire la fête dans des ministères sans Absolument. masque, sans distanciation, sans rien, quoi. Donc, Absolument. Et tout comme j'apporte une petite nuance pour juste milieu, voilà. Mais tout comme des citoyens aussi ont enfreint les lois, qu'on soit bien d'accord. Je ne fais pas une critique juste des puissants. Les citoyens aussi ont enfreint les lois, n'ont pas forcément respecté, qu'on soit bien d'accord. Mais sauf que la différence des puissants, c'est qu'il y a un devoir d'exemplarité, surtout dans un contexte aussi grave. Et c'est ce qui se passe avec ce dont tu parles, le Partygate en Grande-Bretagne. L'exemplarité des puissants, on va dire au sens large, n'a pas à être suivie par ça des citoyens qui peuvent aussi faire de la merde, qu'on se met d'accord. Mais c'est assez gravissime. ouais, c'est assez gravissime. Et j'ai l'impression que malheureusement, on n'en a pas fini, nous, avec le Covid, parce que j'ai écouté Olivier Véran, enfin j'ai écouté une rediff, hein, parce que j'ai pas la patience de voir les journaux de BFM en entier, donc j'écoute que des morceaux choisis. Et donc Olivier Véran sur BFM nous expliquait le pass vaccinal avec les 3 doses qui ne seraient pas forcément 3 doses parce qu'il suffisait d'avoir été touché une fois par le Covid. Dans ce cas, 2 doses suffisaient. Et si on avait été touché 2 fois par le Covid, une dose suffisait. Mais 3 fois par le Covid, ça comptait pas. Il fallait au moins avoir une dose. Et au bout de 5 minutes, on comprenait plus ce qu'il disait. Et vraiment plus. Et ça devenait vraiment pathétique. Et le journaliste de BFM, devant, qui dodelinait. Tout se passait bien. Lui-même était probablement perdu. Mais on se dit, mais à quel moment tu vas l'interrompre pour lui dire qu'on ne comprend pas ce qu'il est en train de nous raconter et que dans les pays voisins, on est en train de tout arrêter et de se dire, l'Allemagne, je ne sais pas, mais en Angleterre, enfin dans beaucoup de pays, on est en train de tout arrêter en disant que c'est plus la peine de se casser la tête et qu'il faut vivre avec le Covid, surtout avec les nouvelles souches qui sont encore moins dangereuses que les anciennes. Donc, c'est là-dessus qu'il faut l'interroger. C'est pas sur est-ce que 3 doses, c'est bien? Est-ce qu'il faut 2 doses plus avoir eu le vaccin une fois? Enfin, ça devient incroyable. C'est incompréhensible, mais il faut se mettre aussi dans leur contexte à eux. Alors oui, effectivement, là, on a envie de dire, levez les bras, vous êtes cernés. Hein. La Grande-Bretagne, l'Espagne, la Suisse, petit à petit, tous les pays autour de la France sont en train de lever les mesures. Sauf que la petite différence chez nous, c'est qu'on est dans un contexte d'élection. Et que le pouvoir en place a, à mon avis, c'est que mon analyse, mais à mon avis, a totalement intérêt à maintenir le plus longtemps possible le couvercle sur la cocotte et le lever. Alors ça, c'est mon petit pronostic pour le coup.
et le lever quand les élections seront lancées, quand Macron sera candidat, s'il l'est, et de dire vous avez vu, grâce à nous, ça y est, on peut aller au resto, on peut aller trinquer. On verra comment ça va se passer, mais c'est absurde. Mais à la limite, Véran, effectivement, me scandalise, mais il me fait encore un petit peu rire. Mais ceux qui me sidèrent, je suis désolé, je parle 2 minutes, mais alors eux, c'est Catherine Hill, Dominique Costagliola et compagnie, les épidémiologistes de plateau qu'on a vu arriver. Catherine Hill, c'était la semaine dernière, j'étais devant ma télé, je me suis dit, c'est pas possible, j'en peux plus. Il y avait comme, et vraiment, je pèse mes mots, il y avait comme une jouissance à effrayer les gens. Elle arrivait avec ses petits graphiques en disant eh oh, la courbe monte, attention, vous allez peut-être mourir. Oui, aujourd'hui, il n'y a que 100 morts, je ne sais pas quoi, mais peut-être. C'est morbide, c'est vraiment morbide. On dirait le croque-mort qui se promène dans un cimetière en me disant quand est-ce qu'arrivent les autres clients, quoi. C'est vraiment morbide. Il y a cette volonté, on dirait, de non, restez inquiet quand même. Parce que, enfin, voilà, excuse-moi, j'ai la petite parenthèse. Mais oui, puis ça fait des mois qu'ils nous annoncent tout le temps la prochaine catastrophe qui n'arrive jamais finalement. Oui, et nous, on se retrouve bêtes avec des passes vaccinaux alors que finalement, c'est embêtant. C'était l'OMS, 500 000 morts au printemps, il nous avait dit en novembre dernier, l'OMS. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et après aussi des justifications qui n'en sont pas. Là, j'entendais récemment. Donc, on nous explique qu'il y a des déprogrammations en chirurgie. Moi, mon fils doit se faire opérer et il a été déprogrammé. Alors, c'est pas grave, hein, mais il a été reporté de 2 mois et il avait déjà été reporté de 2 mois. Et donc, le discours officiel, c'est de dire c'est parce qu'il y a trop de Covid. Et la réalité, quand on demande aux chirurgiens pourquoi, c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Le problème, c'est pas qu'il y a trop de Covid en réa, etc. C'est qu'en fait, ils ont trop de démissions et trop d'infirmières et de chirurgiens qui partent. Et du coup, ils ne peuvent pas faire les opérations normalement. Mais c'est pas fatalement lié au Covid, quoi. Ou alors, ça peut être des infirmières qui en ont ras-le-bol et qui en ont marre de vivre au rythme du Covid depuis 2 ans. Mais ce n'est pas du tout le nombre de malades Covid qui pose problème pour le report des opérations. Alors que le discours officiel, c'est ça. Mais quand on discute avec le chirurgien, c'est pas ça. Donc c'est quand même... c'est embêtant, en fait. Et je pense que l'une des raisons, en fait, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, l'une des raisons pour lesquelles on reste en France avec ce pass vaccinal, avec... surtout allez vous faire vacciner, et puis tels interdits et tels interdits. C'est aussi parce que tant qu'on parle de ça, on ne parle pas du reste. C'est-à-dire que tant que j'ai l'excuse de ces méchants non vaccinés sont à l'hôpital, je n'ai pas expliqué pourquoi toutes les opérations sont reportées. C'est les méchants non vaccinés. Ce n'est pas moi qui ai géré l'hôpital super mal, et ce n'est pas que le gouvernement actuel, hein, ça remonte à très loin. C'est pas moi qui ai fermé 5700 lits en réanimation, c'est les non-vaccinés. Et puis, on ne parle pas non plus des problèmes comme le reportage qu'on a eu sur M6. On en parle, mais très peu. Pour ceux qui n'ont pas entendu, je fais référence au reportage sur M6 de zone interdite sur le quartier de Roubaix, où il y a toute une avenue qui est complètement islamisée, a priori. J'y suis jamais allé, mais bon, c'est en tout cas ce que disait le reportage. Et la présentatrice de Zone Interdite, du coup, est menacée de mort par des islamistes. Mais c'est vrai que tant qu'on parle du Covid, et tant qu'on fait l'ouverture des journaux sur le Covid, on ne fait pas l'ouverture des journaux là-dessus, et on ne parle pas de ça. Et du coup, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas trop fort en tout cas. Vraiment pas trop fort. Et en fait, je pense que l'un des intérêts du pouvoir, c'est de dire, vraiment, les gens sont pour le pass vaccinal, ils sont pour les masques, majoritairement. Donc, on continue comme ça. Et en plus, ça nous permet de cacher un peu la poussière sous le tapis le plus longtemps possible, si possible jusqu'à l'élection. Et à ce moment-là, après l'élection, on pourra vivre, enfin j'espère qu'on pourra vivre autre chose. Mais je pense que ça fait partie de la logique. Je pense que il y a de ça. Après, je suis quand même curieux de voir ce qui va se passer parce que là, j'ai l'impression que le vent commence à tourner à peine. On a l'impression, là, au bout de la truffe, on sent que ça bouge un petit peu. Mais si ça continue dans ce sens-là, c'est-à-dire si, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, la Suisse envisagerait la levée des mesures mi-février, il y a d'autres pays qui en parlent également, même Israël.
qui était pionnier dans la mise en place du pass sanitaire. Si ça continue dans ce sens-là, on va vraiment devenir des affreux jojos. C'est-à-dire que tout le monde va nous regarder en disant mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi le virus resterait en France? C'est-à-dire même le nuage de Tchernobyl n'est pas passé en France. Alors le virus ne va pas rester. Ça va devenir absurde. Donc, Oui. je suis extrêmement curieux, et là, pour le coup, je ne veux même pas me risquer à des pronostics. Pourtant, de l'imagination, j'en ai. Quand on voit cette barbe, j'ai un certain sens de l'improvisation. Mais là, je ne veux me risquer à rien parce que je suis très curieux de voir ce qui va se passer. Parce qu'à ce rythme-là, je veux dire, si le gouvernement continue à persévérer dans une voie qui n'aurait plus de sens factuellement, après, qu'est-ce qu'il faut imaginer? La fuite d'Emmanuel Macron à Varennes, enfin, je sais pas, mais ça devient absurde. Même aujourd'hui, la possibilité de sa candidature, je commence à me poser des questions. Je veux bien que les sondages nous répètent depuis environ 52 ans qu'il est premier. Je vois pas, en fait. J'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Après, on verra, hein, mais je suis très curieux là des semaines qui arrivent. Oui, oui, ça va être surprenant. Mais je pense que pour eux, quand même, toute journée gagnée est une journée gagnée. Donc, donc voilà, après, je crois, moi je ne suis pas un spécialiste politique, je raisonne comme ça, mais je me dis, finalement, poussons le truc le plus loin possible, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus, au moins pendant toute cette période, donc ça va être peut-être une semaine, peut-être 15 jours, peut-être 3 semaines, l'élection est dans 60 jours, si on tient 15, 21 jours comme ça, c'est tout bon. C'est vrai, il y a de ça. C'est tout. Et après, bon, bah voilà, il y aura quelques petites polémiques, mais bon, on n'aura pas grand-chose à faire, quoi. Donc, je pense, hein, surtout qu'ils voient Macron est numéro 1 dans les sondages. Je suis comme toi, je suis très surpris, mais bon, on n'a pas de raison non plus de faire un procès aux sondeurs. Hein. On peut légitimement se dire ils n'arrivent pas à bien mesurer Zemmour ou ils n'arrivent pas à bien mesurer tel ou tel candidat. Je parle de Zemmour parce que comme il est tout nouveau et que c'est très particulier comme parti par rapport à ce qui existait avant, ça serait normal qu'on n'arrive pas bien à le mesurer. Je pense que Le Pen, bon, on a énormément d'années d'expérience, donc les sondeurs savent mieux le faire. Mais donc on peut leur faire ce procès-là sur certains candidats. Mais honnêtement, sur Macron, en principe, c'est pas très difficile à mesurer. Donc, à moins de dire qu'ils sont franchement malhonnêtes, mais bon, moi, j'ai pas de raison de leur faire ce procès-là, en tout cas. Mais il arrive à 24%, quoi. Donc, il arrive très loin en tête devant tout le monde, quoi. C'est surprenant. Je serais un petit peu plus dur que toi sur les sondeurs. J'ai pas d'ennemis. Moi, je suis un humaniste au départ, mais j'en ai quand même quelques-uns quand je les tiens dans ma cible, et notamment les instituts de sondage. Honnêtement, pour moi, à côté, Madame Irma, c'est la NASA, quoi, si tu veux. Oui, oui, ah oui, oui. On parle quand même d'instituts qui, depuis 20 ans, n'ont pas vu le non au référendum, n'ont pas vu le Brexit, n'ont pas vu Trump. On parle de gens, alors ils nous bassinent depuis le début avec oui, non, mais attention, l'échantillon est représentatif et tout ça. Personne ne sait ce que ça veut dire. L'échantillon peut être tout à fait représentatif, mais si tu demandes un avis sur les Balkany dans leur ville de Levallois ou si tu le demandes à Biarritz, tu peux avoir 2 échantillons totalement représentatifs, tu les as juste pas pris dans la même ville. Donc, de base, il y a des choses qui clochent. Et ensuite, il n'y a aucune transparence. Tous les sondages avec lesquels on nous bassine, on ne dit jamais ce qui, à mon avis, devrait être une obligation. Le jour où j'accéderai à la magistrature suprême, faut demander qui a payé le sondage, quels fonds, si ce sont des fonds publics ou privés. Déjà, rien que ça, en fait, rien que ces 2 informations. À chaque fois, on nous dit, le résultat, c'est machin, IFOP, ELAB, Le Figaro, RTL, Justin Bridou, mais on n'en sait pas plus. Et donc, oui, il y a mais une transparence. Non, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'ils soient, je dirais pas incompétents parce que c'est pas très gentil, mais qu'ils aient une compétence limitée et que les résultats ne soient pas toujours les bons. Ça, je suis d'accord. Ça semble net. Il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas vues. Ils se sont trompés souvent. Donc, ils savent pas bien encore faire les choses. Ça, d'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est que je ne pense pas qu'ils soient malhonnêtes. Je veux bien croire qu'ils sont peu compétents et qu'ils se trompent, parce qu'on l'a vu. Malhonnête, c'est différent, parce que si tu veux, si on n'avait qu'un seul d'institut de sondage, on dirait oui, c'est un gros malhonnête,
il est payé par l'État, et puis voilà. Mais comme il y a énormément d'instituts de sondage payés par beaucoup de journaux différents, on peut imaginer que s'ils obtiennent à peu près les mêmes résultats, c'est qu'ils ont le même modus operandi et pas du tout parce qu'ils sont malhonnêtes. Et donc, moi, je les crois plus. J'aime vraiment pas le mot incompétent parce que je suis sûr qu'ils bossent comme des fous, donc j'aime pas ce mot-là, mais ils ont des modèles qui sont pas bons. Et je crois plus à ça qu'à la malhonnêteté. Mais Alors que Madame Irma a des modèles qui sont très bons, mais complètement malhonnêtes. C'est autre chose. C'est autre chose. Pour le coup, c'est un débat intéressant parce que je pense qu'on peut être très honnête en exécutant des ordres. Et on peut le faire de manière extrêmement honnête, d'une sincérité implacable. Je ne discute, enfin, vraiment, je ne parle même pas d'honnêteté ou de malhonnêteté. Je dis juste qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce sont des instituts qui ne dépendent pas de l'État, donc qui n'ont pas de déontologie spécifique à suivre. Ouais. Il faut aussi prendre en compte qu'il y avait eu, c'était un papier de Libération qui était formidable, mais ça remonte, c'était il y a peut-être 1 ou 2 ans, qui expliquait que le budget alloué à ça, aux instituts de sondage, aux questionnaires de satisfaction et tout ça, le budget sous Emmanuel Macron, le budget de l'Élysée dédié à ça, avait explosé. Donc, oui. Je pense qu'eux font leur travail tout à fait honnêtement, et encore heureux d'ailleurs, parce que c'est quand même leur métier, ils sont grassement payés pour ça. Mais on ne peut pas perdre de vue que ça ne sont que des méthodes qui sont entièrement paramétrables, qui sont faciles à piloter. Moi, je peux faire un sondage totalement représentatif avec un échantillon propre et tout, parmi les abonnés du Juste Milieu. Je pense avoir un avis plus positif que si je le faisais parmi les abonnés du Jules ou je ne sais quelle autre chaîne qui n'a pas forcément la même ligne. Et si j'ai une somme d'argent incroyable et que je fais le même sondage tous les jours, j'ai racheté BFM TV et que tous les jours on entend ah, Juste Milieu, ah, il est super, Juste Milieu, il est super, Juste Milieu, il est super. Au bout de 6 mois, bah ouais, Juste Milieu, il est super. Pourtant, je reste le même crétin que j'étais au début. J'ai juste des gens qui tous les jours ont dit Juste Milieu, il est super. Et pour finir là-dessus, 2 petites choses. Moi, je veux bien, ils sont tout à fait honnêtes et tout ça. Mais s'ils sont honnêtes, pourquoi dans les sondages présidentiels, ils sondent Emmanuel Macron, qui n'est pas candidat? Je veux bien, mais un sondage honnête, ce serait de ne pas sonder des gens qui ne sont pas candidats, déjà, de une. Et de deux, pour finir sur une bonne petite phrase que j'aime bien et qui résume un peu la discussion, c'est la phrase de Churchill, je ne crois qu'aux chiffres que j'ai moi-même falsifiés. Donc, oui. Je pense qu'on est un petit peu là-dedans. Oui, non, mais c'est très possible. Moi c'est vrai que je suis plus dubitatif, mais pas forcément sur Macron, sur d'autres candidats qui sont, à mon avis, très difficiles aujourd'hui à compter. Si, je vais en parler, tant pis, mais tu vois, par exemple, le sondage, le positionnement de Zemmour, parce que c'est vraiment le candidat qui m'a intéressé, les autres étant des candidats qu'on a déjà vus. Zemmour, dans les sondages, m'intéresse plus, parce qu'il est plus difficile, à mon avis, à calculer. Et quand tu entends le nombre de personnes qui vont à ces meetings, le nombre de personnes qui achètent ses livres, quand tu vois en fait un peu les scores d'audience qu'il fait quand il passe sur C8 ou qu'il passe sur une autre chaîne d'ailleurs. Il fait des scores d'audience beaucoup plus élevés que tous les autres. Et que dans les sondages, il est très en dessous des autres, on se dit, mais il y a un truc étonnant. Alors, c'est sûr que ce n'est pas parce que j'écoute Zemmour sur C8 que je vais voter Zemmour. Bon. Mais c'est quand même il y a quand même plus de chances que je vote Zemmour si je l'écoute sur C8 que le fait que je vote pour Mélenchon si je ne l'écoute pas sur C8. Donc voilà, il y a quand même une corrélation, à mon avis, qui est étrange. Et c'est pour ça que moi, je crois assez au sondage sur Macron parce que pourtant, je ne suis pas macroniste, mais je pense qu'il est populaire, qu'il a une majorité de la population qui est contente de la façon dont il gère le Covid. Bon, j'appartiens pas à cette majorité, mais c'est comme ça. Et autant pour des plus petits candidats qu'on n'a pas l'habitude de mesurer, je suis très étonné. Je suis très étonné des chiffres que l'on a. Mais je me trompe peut-être. On verra, hein, effectivement, c'est intéressant. Après, pour Macron, même dans l'hypothèse où on en reprend pour 5 ans, politiquement, ce qui est intéressant aussi, c'est que lui, en tant qu'Emmanuel Macron, a peut-être effectivement une bonne cote de popularité, après tout, pourquoi pas, hein. Mais ça reste un appareil, en fait, il n'y a pas d'appareil politique, et on l'a vu au régional.
C'est ce qui est très bien analysé dans le bouquin La marque Macron de Raphaël Yorka, si jamais. C'est vraiment un bouquin passionnant et qui explique tout ça. C'est que les régionales lui ont donné raison. Emmanuel Macron, alors apparemment seul au présidentiel, fait 24%, mais au régional, c'était même pas 3%. C'était un score incroyable, quoi. Ouais. C'était sidérant. Donc même si on en prend pour 5 ans, derrière Emmanuel Macron, il n'y a rien. C'est à la limite ce qu'il faut se dire. S'il y a des anti-macronistes dans la salle, on va dites-vous au pire, c'est reculer pour mieux sauter. Ouais. Non, mais on verra. Mais je pense que ce sera intéressant après le premier tour de voir à quel point les sondages se sont trompés et sur quel candidat ils se sont trompés. Et c'est vrai que le cas de Macron est un cas aussi. Enfin, il plafonne très très loin des autres, quoi. C'est très très surprenant. Donc, on verra peux bien. compter sur moi. Tu peux compter sur moi pour surveiller ça. De toute façon, la tendance, on la voit, elle est extrêmement corrélée à l'actualité. Au moment de la primaire écolo, Jadot gagne, on avait l'impression qu'il allait tout rafler. Derrière, dans les sondages, il était quasiment troisième. Enfin, c'était assez incroyable. Ouais. C'est retombé comme un soufflé. Pécresse, pareil, elle gagne la primaire. C'était tout. Elle était égalité. Elle était égalité dans certains sondages avec Emmanuel Macron. Aujourd'hui, elle est à peine quatrième sur certains. Donc, c'est corrélé avec l'actualité. Et plus on parle de quelqu'un aux gens, plus dans le cadre d'un sondage, ils sont susceptibles d'avoir un avis positif. C'est mécanique, c'est vieux. C'est une technique de propagande qui est assez vieille. Et alors, j'ai parlé de Zemmour, donc je vais faire la balance. Parce que de l'autre côté, il y en a un sur lequel je parie sur des chiffres beaucoup plus importants qu'aujourd'hui, c'est le patron du PC. Là, j'ai oublié son nom. Fabien Roussel. Fabien Roussel. Je crois qu'il est mesuré à 2 aujourd'hui. À mon avis, il fera mais très très nettement plus. Mais très nettement. Parce qu'il a un discours. Ah ouais. Je ne suis pas communiste. Hein. Ceux qui ont l'habitude de regarder ma chaîne devraient le voir assez facilement. C'est pas ma sensibilité. Mais il a un discours qui est très différent du reste de la gauche, qui est pas du tout communautariste, qui est pro-nucléaire, qui est pro-industrie, qui est alors avec des valeurs parfaitement communistes. Donc, il voit l'industrie de manière très utile et importante. C'est-à-dire, par exemple, il dit il faut du nucléaire parce que si on n'a pas de nucléaire, on n'arrivera pas à avoir de l'industrie parce qu'on est obligé de fournir à l'industrie une énergie très stable et très sûre, en très grande quantité, et qu'il n'y a que le nucléaire qui a fait ça. Donc lui, quand il dit il n'y aura pas d'industrie, c'est pas parce qu'il aime les industriels, c'est parce qu'il aime bien les salariés dans les industries. Moi, de l'autre côté, je suis d'accord avec lui en disant bah, c'est vrai, mais moi, je suis plus pour l'industrie libérale. Donc voilà, on est sur deux courants très opposés. Mais je vois qu'à gauche, il est le seul à tenir ce genre de discours. Et il a un discours très basé sur l'industrie, sur les ouvriers, sur un vrai discours du PC. Alors, on dirait le PC des années 80. Alors, les gens prendront peut-être ça pour quelque chose de négatif, mais pas du tout. Moi, je trouve que le PC des années 80, avec Georges Marchais, était un vrai parti communiste qui défendait des vraies valeurs communistes avec, effectivement, on plafonnait les salaires des patrons, on donnait énormément de droits aux salariés, etc. Mais on était là aussi pour l'industrie, pour le progrès technique, pour le développement économique, etc. Et donc, on avait des vraies valeurs à ce moment-là du communisme. Et pour moi, Fabien Roussel a vraiment ça. Et comme il est du coup très différent des autres à gauche, de quasiment tous les autres, je dirais même tous les autres, absolument tous les autres à gauche, je pense qu'il a des chances de réattirer vers lui tout un groupe, enfin toute une population d'ouvriers qui ont délaissé la gauche parce qu'elle ne leur parlait plus, et que lui, justement, ayant un discours qui recommence à leur parler et recommence à s'adresser à eux, je pense qu'il va réussir à les attirer. Et c'est pour ça que je parie sur le fait qu'il fasse beaucoup plus que 2%. Je ne parie pas sur lui au deuxième tour, hein, mais ce serait merveilleux. Enfin, ce serait très, très surprenant. Merveilleux, je ne crois pas, mais très surprenant. Mais je parie qu'il va faire beaucoup, beaucoup mieux que ce que l'on sonde pour le moment le Parti communiste. J'ai envie de te répondre en deux temps parce que
je pense que malheureusement, et c'est pessimiste, hein, ça ne me fait pas plaisir de dire ça, hein, mais je pense que ce sont ni les instituts de sondage, ni les électeurs qui décident. C'est qu'aujourd'hui, à mon avis, et on le voit avec la trajectoire d'Éric Zemmour et précédemment celle d'Emmanuel Macron, la popularité d'un candidat est corrélée à sa présence dans les médias. Il y a plus de secret, on ne s'en cache même plus. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, plus on va répéter un message, plus il va apparaître positif, plus il va apparaître comme la vérité. Donc plus on dit Éric Zemmour est un candidat, Éric Zemmour est un candidat, Éric Zemmour est un candidat, alors qu'au départ c'est un journaliste qui a écrit des bouquins qui ont une grosse popularité, il est candidat, c'est la meilleure alternative, c'est la meilleure alternative. Bon bah oui, c'est la meilleure alternative. Donc il monte. Et on le voit par exemple, vraiment un exemple très intéressant, c'est celui de François Asselineau. Je suis loin de partager toutes ces idées. J'ai eu la chance, le privilège de le recevoir en format débat. Et lui, on est tout à fait conscient, et c'est ce qu'il dit. Il dit, mais donnez-moi le temps d'antenne d'un Éric Zemmour, et vous verrez que la question de la sortie de l'Union européenne, dans un mois, tous les Français l'ont en tête, qu'ils soient pour ou contre. Mais plus le message va s'imposer aux spectateurs, aux gens, aux Français, aux citoyens, plus il va devenir évident, et il va devenir un sujet à traiter d'urgence. Donc aujourd'hui, c'est Éric Zemmour, donc on a les sujets d'Éric Zemmour. Et on a ces mêmes médias qui ne parlent sans cesse de lui, qui parfois en parlent en disant pourquoi on parle trop d'Éric Zemmour, alors là on frise le génie, et qui après vont faire des articles en disant ah ben Éric Zemmour a imposé ses thèmes de campagne, la droitisation de la campagne, on a vu. Donc c'est un système absurde qui érige ses propres stars et qui ensuite se plaint qu'elles soient devenues des stars. Donc c'est malheureusement mécanique. Et je pense qu'un François Asselineau ou un Florian Philippot ou un Philippe Poutou, un Georges Kuzmanovic, Alexandre Langlois, tous ces candidats populaires, comme on les appelle, vous leur donnez l'exposition de n'importe quel autre candidat, ils deviennent des candidats majoritaires, ils grimpent dans les sondages, c'est mécanique et malheureusement, ça ne dépend pas des citoyens. Et cette logique, elle me semble tellement enracinée, et c'est le deuxième volet de ce que je voulais te dire par rapport à Fabien Roussel, que c'est un petit peu plus polémique, mais je pense que c'est un argument qui est au moins intéressant à considérer, c'est qu'en France, on est d'accord qu'on n'a pas de parti national-socialiste. Parce que l'histoire, quand même, a montré que ça ne fait pas plaisir. C'était le parti d'Hitler, c'est pas bien. Mais on a un parti communiste. Donc on voit bien que, pourtant, historiquement, le communisme, on parle de plusieurs millions de morts, on parle d'un régime qui a tué de manière industrielle à travers le monde, enfin industrielle, non, peut-être pas comme j'exagère, mais qui a largement tué à travers le monde. Et pourtant, aujourd'hui, on a des partis communistes qui existent, c'est le cas en France, et on n'a aucun média pour venir dire ah, le retour des chemises rouges, ah, le communisme, les millions de morts, les années 30. Donc on voit bien que je parle de traitement médiatique, mais on est à mi-chemin entre la médiatisation de la politique et l'idéologisation de la politique. En tout cas, l'acceptation de certaines idéologies tout aussi néfastes que d'autres. Et je pense que c'est intéressant à prendre en compte en tant que, là encore, citoyen, et chacun avec ses opinions politiques, mais de considérer que ce débat-là, mine de rien, on lui tord le bras. C'est que je ne crois sincèrement pas que ce soit un débat libre et éclairé, où chacun peut vraiment avoir ses opinions dans un contexte très droit, où chacun aurait un temps d'antenne à égalité, avec le CSA qui aurait le chrono et qui surveillerait à la seconde. On voit bien que ça n'est pas vrai, factuellement pas vrai. À tel point qu'aujourd'hui, voilà, on a un parti communiste en France, ça dérange personne, on n'a aucun journaliste qui reçoit Fabien Roussel pour lui dire alors ça fait quoi d'être nazi, alors qu'on est quasiment à ce niveau-là de débat quand on a une Marine Le Pen ou un Éric Zemmour aujourd'hui. Donc voilà, je t'ai un peu longué, mais voilà ce que je veux dire par rapport à ça. Non, mais je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Hein. Même si Fabien. Enfin, mais si tu veux, on aurait des journalistes qui recevraient Fabien Roussel pour lui dire. Et encore une fois, moi, je ne suis pas communiste, hein, donc j'en parle très décontracté. Hein. Mais on recevrait aujourd'hui Fabien Roussel pour lui reprocher Staline. Je trouverais ça aussi incongru que de recevoir Marine Le Pen pour lui reprocher Hitler. Quoi. Absolument, absolument. Ou de dire que Zemmour est fasciste. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est vraiment ce que l'on dit quand on n'a plus aucun argument. Absolument. Donc, oui, c'est très donc Fabien Roussel, il faut le recevoir en discutant sur ses idées. On peut lui citer des chiffres pour montrer que le communisme n'a pas été une réussite dans les pays où ça a été essayé. On peut lui parler comme ça de pas mal de choses, mais aller lui reprocher Staline et Mao, c'est un peu anachronique, hein, surtout que j'ai bon espoir que même s'il passait un jour par miracle à la présidence,
on n'arriverait pas à Staline et Mao, quoi. Ça ne serait pas forcément une bonne chose pour l'économie, mais je doute qu'on arrive aux folies qu'on a pu connaître au XXe siècle. Donc voilà. Absolument. Mais voilà, sinon, non, je pense que tu as raison. Le temps d'exposition fait que on vote pour telle ou telle personne. Le temps d'exposition et la façon dont les médias parlent des gens. Je pense que, pour revenir à Macron, sans vouloir en faire une marotte, il est très bien vu, il est très haut dans les sondages aussi, parce que les médias, et notamment BFM, on a pu en parler, sont complètement à sa botte, quoi. Relaye complètement l'information du gouvernement, notamment sur le Covid. Donc forcément, si tous les médias te disent que il faut absolument s'enfermer, il faut absolument être coincé chez soi, il faut absolument être vacciné 3 fois, et que ceux qui ne le font pas sont des fous furieux, tu finis par le croire, et quand le gouvernement te dit de faire ça, tu dis bah oui, c'est une bonne idée, les médias me l'ont dit, quoi. Donc je pense que ça crée sa popularité, et ça crée l'impopularité de l'autre côté de certains autres candidats, quoi. Absolument. On pourra peut-être mesurer dans les urnes à quel point c'est artificiel et à quel point les citoyens français ont encore la capacité de discernement à faire mentir tout ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Il faut se mettre à la place de tout le monde, hein. Quand on entend ces messages de peur en permanence et tout ça, on a envie de s'y plier. Mais bon, bah, c'est l'allégorie de la caverne de Platon, hein, ce jeu comme le monde. Ouais. Bon, très bien. Est-ce qu'on a fait le tour? Je crois, hein, on a vu un peu toutes les actus Je crois qu'on est récentes. pas mal, hein. Bon, on n'a pas parlé peut-être Zidane qui va venir au PSG, mais c'est dans la mesure où on n'en a rien à foutre. C'est ça. Donc, ok. Bon, bah, très bien. Bah, écoute, je te remercie d'être venu. On va essayer de faire d'autres rendez-vous comme celui-là. Tiens, ça m'inspire un petit dicton du jour, parce que sur ma chaîne, j'ai l'habitude de faire des dictons du jour. Mais celui-là, j'ai le piqué à Coluche, hein, comme on a parlé des élections. C'est si les élections servaient vraiment à quelque chose, ça ferait longtemps que ça serait interdit. Et je pense que ça résume très bien la fin de notre conversation. Absolument, absolument. Donc, je mets tous les liens vers les vidéos dont on a pu, des vidéos qu'on a pu citer, je mets tous les liens dans la description. Et puis, je dis à tout le monde, à très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.